Alors, bonjour à tous, chers téléspectateurs et chers téléspectatrices. Salut Marc. Salut Marc, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi? C'est quoi cette tenue-là? Ah, eh bien, écoute, je suis dans cet accoutrement parce qu'aujourd'hui, tu sais que c'est le jour de la Terre. En tout cas, au moment où nous enregistrons cette émission, c'est le jour de la Terre, le 22 avril. Effectivement. Et on ne pouvait pas passer à côté de cette occasion pour vous parler. Et donc, dans cette émission avec ou sans caféine, en tout cas toi, parce que je vais te donner la parole, hein, tu vas nous parler de réchauffement climatique. Oui. Voilà, donc un sujet très controversé. Et si je suis habillé aujourd'hui comme ça, c'est parce que quand on pousse un peu la recherche dans cette controverse, on se rend compte que le réchauffement climatique n'est pas si réchauffement que cela. Voilà. On retournerait même possiblement dans une ère glaciaire. Alors je me suis préparé. Donc je te laisse en dire plus pour cette émission. C'est parti? Oui. C'est parti. Eh bien, merci Marc de me donner la parole. Écoute, effectivement, tu le soulignais, c'est le jour de la Terre. Et puis, pour ceux qui connaissent un peu l'historique de cette journée-là, en fait, ça date depuis les années 70 qu'on a décidé de consacrer une journée à la Terre, un peu comme la journée de la femme. Et ben, on s'est dit que, en regardant un peu l'historique, j'ai lu ça dans le journal de Québec il n'y a pas longtemps, une chroniqueuse qui rapportait un peu ce que l'on rapportait au niveau des médias concernant le climat. Et en fait, dans les années 70, pour ceux qui s'en souviennent, moi je n'étais pas né, je suis né en 77, mais pour ceux qui sont nés avant les années fin 70, vous vous souvenez que l'écho rapporté par la politique et les médias, c'était une ère glaciaire. On s'en allait vers carrément, en fait, c'était l'opposé de ce qui se dit aujourd'hui. Et puis le discours a tranquillement changé. Et puis maintenant, les courbes les tendances ayant changé, hein, c'est un peu comme des fluctuations boursières. On ne sait pas trop si ça sert à une cause économique ou une cause réellement pour l'humain, ou bien peut-être une cause politique. Ben, c'est ça qu'on va essayer de voir un peu durant cette émission. Et juste avant de commencer, parce que vu que c'est un sujet controversé, hein, c'est un peu comme tous les sujets, je vais juste rappeler un peu, d'ailleurs c'est pas moi qui vais vous le rappeler, c'est Vincent Courtillot qui va vous dire un peu comment, la meilleure façon de voir ce débat-là. Donc on écoute Vincent Courtillot. Voilà. Alors, le débat relations experts politiques est une question extrêmement difficile pour laquelle je n'ai pas de recette magique. Mais je dirais que la recette essentielle, c'est, je l'ai déjà dit ici, je crois, tolérance et diversité. Le débat doit rester ouvert. Jean et tout le monde autour de cette table en est bien d'accord et l'a redit. Mais vous avez entendu cette dame tout à l'heure, ceux qui ont fait attention. La patronne ou une des responsables du Met Office britannique, elle a dit à un moment la phrase suivante: tous ceux qui croient autre chose n'ont aucun fondement scientifique pour le dire. Tout ce que je viens de vous dire ce soir, cette femme, aujourd'hui, en 2009, vous explique que c'est nul. C'est ça que j'appelle le débat fermé. Il y en a de moins en moins, espérons-le. Mais il y en avait beaucoup jusqu'à il y a peu de temps. Donc la seule recette pour que ça marche, c'est accepter le débat. Quand un débat est fermé, la science est partie, le dogme et la religion s'installent. Maintenant... Donc vous l'aurez compris, c'est sous la forme du respect et de votre ouverture à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, et toi aussi Marc, de prendre et d'accueillir un peu les informations pour essayer d'avoir une vision un peu plus objective. Alors on a décidé de donner la parole entre autres à ce bonhomme que vous avez vu, Vincent Courtillot, qui a travaillé très fort pour essayer de rapporter une vision un peu plus objective de ce que... des échos que l'on a aujourd'hui, on va dire politiques et médiatiques. Pourquoi? Parce que dans la recherche dont on a procédé un peu sur ce sujet, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que des scientifiques, parce que déjà quand vous avez un scientifique qui dit le contraire d'un autre scientifique, bon, c'est un peu comme des idéologies, on se demande pourquoi, pourtant c'est basé sur des données de température. Et en fait, il faut regarder qui paye qui, peut-être aussi, et aller voir un peu plus loin qui vous fournit ces informations-là. Alors, je ne sais pas, pour faire bref un peu, ceux qui connaissent un peu comment fonctionnent les informations qui vous sont données au niveau politique, c'est le GIEC, c'est-à-dire c'est un regroupement de scientifiques financé par un regroupement de gouvernements.
qui puisent les informations là-dedans et donc vont les retransmettre au public via des conférences de presse et aussi par les médias, les journalistes. Et donc, ce GIEC-là, qui est financé par les gouvernements, entre autres les États-Unis, principalement, voilà. Donc on se demandait à un moment donné dans la recherche s'il n'y avait pas un genre de conflit d'intérêts quant aux politiques et justement aux scientifiques qui travaillent là-dedans. Parce qu'à un moment donné, un autre regroupement de scientifiques qui travaillaient pour le GIEC s'est retiré du GIEC et a commencé à faire vouloir entendre leur voix quant aux informations plus ou moins erronées qui sont dites au public pour... Alors je vais arrêter de dire qu'ils sont dites, ça c'est quand même, aujourd'hui c'est vomi par les médias que on a le réchauffement climatique est dû au CO2, la pollution de toutes ces... de l'impact humain sur... ça a un impact au fait au niveau du réchauffement. J'ai fait un petit montage de quelques extraits de politique au niveau... il y a des regroupements qui se font tous les ans à Copenhague, à Strasbourg, pour justement concernant le réchauffement climatique. Et j'en ai tiré 3 ou 4, là vous allez voir, de députés et ministres qui élèvent un peu la voix contre cette façon de fonctionner, un petit peu monopole, uniquement le GIEC et personne d'autre, alors qu'il y en a beaucoup d'autres scientifiques qui ont des choses à dire sur ce sujet. Donc je vous laisse les écouter. Mr. Bloom, for 1.5 minutes, please. Well, Mr. President, of course, you can tell I'm a scarecrow because I don't dress like a scarecrow. I fought my way through the blizzard in Copenhagen, like many of you did. Interesting, isn't it, that we've had the coldest winter so far on record in London for 30 years. It's the same in Poland, it's the same in Korea, it's the same in China. We've had the coldest temperatures in Florida, Arizona, Texas, the first snow in Texas, I think, for 100 years. And of course, as Giles Coren of the London Times said, my goodness me, and we simply don't get it, of course, that's what global warming is all about. We've got to get used to freezing temperatures. Well, we've seen the Al Gore hockey stick, which is still, I gather, being shown in London state schools. Al Gore, snake oil salesman, crook. We've seen Professor Jones from the East Anglia University, crook. And now, you won't know about this yet because it's been kept out of the public domain, the New Zealand National Climate Database, and I have the figures here, all fraudulent. When are you all going to wake up? Scam, scam, scam. A big conference at Copenhagen was underway last month, complete with politicians, NGOs and activists. There was another climate conference going on in the same city, where most of the speakers were scientists, and I believe that I was the only MEP present. These scientists, one by one, demolished the so-called facts about man-made global warming with scientific argument as opposed to alarmist soundbite. We heard about the technical failures of Al Gore's hockey stick graph and the unreliability of weather station data after the fall of the Berlin Wall. We were advised on the scientific shortcomings of the computer models that are reluctant to predict cold weather, and the probability of the opposite relationship between carbon dioxide and global temperatures to the one that we are being brainwashed with. We were shown satellite photographs of the rapid increase in Arctic ice over the last 3 years, and we were briefed on the increase in the numbers of polar bears. Mr. President, I've just heard a socialist colleague over there talking about Greenland and the ice melting in Greenland. Well, the question I'd like to ask on this subject is, why is Greenland called Greenland? Is it perhaps because Greenland was once green when the world was hotter? Well, it seems that the British people are onto this because a recent opinion poll in the Times newspaper clearly shows that the British people no longer believe in so-called man-made global warming. The British people are very astute, and they're clear that politicians have hijacked the environmentalist agenda. It's been cynically used to raise taxes, to exert control, and now it's being used by the European Union to justify your own existence. This week we've also had the spectacle of one of the leading climate research centres in the UK, which advises the government, being caught altering data and stifling debate.
It's an absolute disgrace. So I look forward to Copenhagen when the political class is sitting round the table, awkwardly failing to mention the giant elephant in the room, which is that the globe has not actually warmed for the past 10 years. Thank you, colleague. Alors vous l'avez vu, c'est des inquiétudes, des questionnements. Il y a beaucoup de politiques qui se rendent compte un peu de ce fonctionnement-là. Alors tout ça n'enlève en rien l'idée que possiblement il peut y avoir une courbe montante sur le réchauffement. Là où ça devient pertinent, c'est de se dire on accuse qui pour ce réchauffement-là. Et tout est mis en cause avec cet effet de serre, le CO2, les carbones dégagés par les autos. Je ne sais pas si y en a qui ont déjà vu, il y a un mois de cela, on avait passé dans l'émission L'autre côté du miroir, une conférence de Vincent Courtillot qui durait à peu près 1 heure et demie, je crois, sur justement l'analyse des données, la lecture des données du GIEC versus ce que lui et ses chercheurs ont travaillé et de faire un lien entre, en fait plutôt de délier ce qu'on est en train de lier entre le réchauffement et l'homme avec le CO2. Et c'est une conférence qu'on a décidé de repasser cette semaine. Et donc, je vous l'annonce maintenant pour que vous puissiez prendre note des horaires de l'autre côté du miroir de cette semaine, pour que vous puissiez, ça va donner vraiment un complément d'information à ce sujet-là qu'on n'a pas le temps de traiter ici en une vingtaine de minutes, parce qu'il est vraiment complexe. Enfin, complexe. Il n'est pas si complexe que ça, vous allez le voir si vous regardez l'autre côté du miroir, mais on est dans une formule un peu, je répète ce que j'entends depuis des mois, et puis voire même des années, sur le réchauffement climatique. Et on sent vraiment se poser la question de où viennent les données, comment elles sont traitées, et puis qui d'ailleurs les rapporte ensuite de ça. Alors pour ça, je ne vais pas vous passer un extrait de la conférence de l'autre côté du miroir que vous allez voir cette semaine, mais plutôt une entrevue avec Vincent Courtillot qui va vous donner un peu une présentation du bonhomme lui-même et vous donner une idée un peu de pourquoi il a décidé de vous faire ces conférences-là et d'élever un peu sa voix et même d'écrire un livre que je vous recommande pour avoir un regard encore plus objectif sur le sujet. Donc on écoute Vincent Courtillot. Les prédictions qui faisaient suivre à la température, non pas le soleil, mais le gaz carbonique, elles se trompent beaucoup. Depuis 1998, la température descend légèrement, et là, dans quoi n'avions-nous pas mis les pieds? Le débat est licite, attendons les années qui viennent. Alors dans ce livre, moi j'avais envie de raconter un peu les aventures scientifiques que j'ai eu la chance d'entreprendre au cours de ma carrière, et avant tout, je suis à la fois un géologue et un géophysicien qui s'intéresse à l'intérieur de la Terre. On avait l'impression d'avoir à peu près compris ce qui se passait aux frontières des plaques tectoniques. Le problème, c'est qu'il y a des volcans qui sont loin de toute frontière de plaques tectoniques, et en particulier, le plus célèbre, c'est Hawaï, en plein milieu de la plaque pacifique, à des milliers de kilomètres de la ceinture de feu du Pacifique, là où se passe la danse des plaques tectoniques. Et puis il y en a un autre qui est français, celui-là, plus près de chez nous, qui est la Réunion. Le volcan de la Réunion est le petit frère ou la petite sœur du volcan d'Hawaï. Eh bien, ce qui les a produits, ce sont des instabilités qui viennent de très profond à l'intérieur du manteau. Et c'est pour ça que j'ai entrepris ce voyage en descendant par la pensée, par la bouche d'un de ces volcans, pour essayer d'aller au fond du manteau, comprendre comment se produisent les interactions entre le noyau de fer qui chauffe et qui essaye de se refroidir, et le manteau de la Terre qui est fait de roches chaudes, mais très visqueuses, qui de temps en temps laisse échapper un blob qui, arrivant à la surface, crée ce volcanisme exceptionnel qu'on appelle un trap. Alors ces trappes, ces énormes objets volcaniques, il faut voir que ça représente des millions de kilomètres cubes de lave. Pour imaginer le volume, c'est la France couverte de 4 kilomètres de lave. Et la question, c'est en combien de temps ça se fabrique? Eh bien, nous avons pu montrer qu'il s'était formé il y a 65 millions d'années, juste au moment où les dinosaures ont disparu. D'où cette idée que nous avons eue, mais est-ce que ça n'est pas le volcanisme plutôt que la météorite qui est responsable de l'extinction des espèces? Et puisqu'on a petit à petit associé à chaque extinction en masse d'espèces à un volcan de ce type,
on en a trouvé un à chaque fois, eh bien on a proposé la théorie que c'était bien les trappes qui étaient responsables de l'extinction des espèces. Et pourquoi? Eh bien parce que pendant ces gigantesques éruptions, il sort dans l'atmosphère des quantités absolument incroyables qui se mesurent en dizaines de milliards de tonnes de gaz carbonique et de gaz sulfureux, le soufre. Le vrai empoisonneur, c'était le soufre qui crée des pluies acides, qui attaquent la végétation et qui, parce qu'il atteint la stratosphère, masque une partie des rayons solaires et crée sur la Terre un véritable hiver. Donc hiver, poussière, pluies acides, il y a eu de quoi abîmer sérieusement les espèces, et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est la dynamique de l'intérieur de la Terre qui crée l'atmosphère par les volcans et qui quelquefois abîme la vie. Et donc on était passé de la Terre interne à l'étude de l'atmosphère. On s'est aperçu que sur les 100 dernières années, les variations du champ magnétique que nous connaissons bien, et qui sont liées au Soleil, c'est le Soleil qui nous envoie sans cesse des particules chargées, qui créent des champs électriques à 100 km au-dessus de nos têtes, eh bien ça ne nous a pas surpris. Le champ magnétique, il était dû au Soleil, on a vu qu'il suivait à peu près les mêmes variations que la courbe de la température globale. Et là, dans quoi n'avions-nous pas mis les pieds ? Nous avons tous entendu dire, et je l'enseignais à mes étudiants, que ça n'est pas le soleil, mais que c'est le gaz carbonique relâché par l'homme qui brûle le pétrole et le charbon depuis le début de l'ère industrielle, que nous devons le fameux réchauffement climatique récent. Et donc on a commencé à regarder de près avec des techniques que nous connaissions bien dans les observatoires magnétiques, avec les données magnétiques. Avec les mêmes méthodes, on a commencé à aller regarder les données des observatoires météorologiques, la température, la pression, la vitesse du vent, et on a regardé de plus en plus de stations en Europe, aux États-Unis, et en regardant ça de façon très soigneuse, on s'est aperçu qu'on reconnaissait de façon très claire la signature du Soleil dans les variations de la température. Et petit à petit, on est passé du magnétisme au climat, et on s'est dit, mais on a de plus en plus d'évidence que le climat est beaucoup plus affecté par le soleil que ce que les gens ont l'air de penser. Ils ont probablement raté certaines variations assez fines qui nous semblent indiscutables. Le problème à ce moment-là, c'est qu'on va voir évidemment les spécialistes du domaine et ils nous disent « mais oui, c'est intéressant, c'est raisonnable, mais on a regardé le problème et l'énergie du soleil, elle est insuffisante pour expliquer ça. Donc oui, vous voyez des corrélations, mais on n'a pas le bon moteur. Et par contre, avec le gaz carbonique, on a le bon moteur. » Bon, bien là, notre travail personnel s'arrête, mais je raconte dans le livre un peu le travail des autres. Une première publication due à un climatologue très célèbre du MIT, Richard Lindzen. Ces auteurs ont réussi à montrer que la sensibilité de l'atmosphère au gaz carbonique était beaucoup plus faible que prévu. Un climatologue sérieux nous dit, si je double la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère, et on en est encore assez loin, ça n'est pas de 3 degrés Celsius que je vais augmenter la température, mais d'1,5. Alors si c'est vrai, ça diminue l'effet du CO2 d'un facteur 5. Et de l'autre côté, on a un physicien du Soleil connu qui s'appelle M. Scafetta, qui a révisé les données de satellites de ce qu'on appelle l'irradiance solaire, la quantité d'énergie que nous envoie le Soleil, et cette variation très lente qu'on estimait à, peu importe l'unité, 0,1, on s'aperçoit qu'elle vaut probablement de l'ordre de 1, c'est-à-dire qu'elle est 10 fois plus forte. Donc vous voyez que dans ces derniers mois, on nous dit que le gaz carbonique est peut-être plusieurs fois plus faible et le soleil plusieurs fois plus fort. Si c'était vrai, et il va falloir voir si c'est vrai, le débat n'est pas clos, eh bien ça expliquerait nos observations. Au lieu que le gaz carbonique soit le premier effet sur le climat et le soleil un petit effet, eh bien c'est peut-être le contraire. Et c'est ça l'hypothèse que nous faisons. Elle est ouverte, le débat est licite. Attendons les années qui viennent. Alors dans nos premiers travaux, nous montrions cette corrélation entre les variations du Soleil et les variations de la température globale jusqu'en 1990. Mais à partir de 1990, la température continuait à croître alors que le Soleil commençait à descendre. Donc dans ces premiers articles, nous avons dit le réchauffement climatique anormal dû à l'homme et peut-être au gaz carbonique, on le voit sortir à partir des années 90. Maintenant, nous avons 10 années d'enregistrement de plus. Et alors que nous avions vu le soleil commencer à descendre, eh bien depuis 10 ans, la température a commencé à descendre. Et donc, contrairement à ce que nous-mêmes nous croyons, le réchauffement climatique ne continue pas. Il s'est interrompu depuis 10 ans. L'année la plus chaude, c'est 1998. Et depuis 1998, la température descend légèrement.
elle descend comme le Soleil. Si c'est vraiment le Soleil qui est responsable, les physiciens du Soleil ont montré que le Soleil était en train de rentrer dans un état plus calme, et à ce moment-là, la température devrait continuer à descendre légèrement pendant 10 ou 20 ans pour nous ramener aux températures des années 70-80 et pas plus. Mais pour l'instant, les prédictions qui faisaient suivre à la température, non pas le Soleil, mais le gaz carbonique, elles se trompent beaucoup. Si on avait fait un GIEC en 1960, 90% des collègues auraient dit « les plaques ne bougent pas ». Et 10 ans plus tard, 80% auraient dit « mais si elles bougent ». Et c'était les mêmes personnes, pas plus bêtes, pas plus intelligents, sans mauvaise pensée. Ce qui s'est passé, c'est que des éléments nouveaux sont arrivés, que les gens minoritaires qui avaient cette idée bien avant les autres ont fini par la prouver et par convaincre, et que convaincre en science, ça prend autant de temps que découvrir. Là, j'ai de vraies inquiétudes. On est dans une civilisation mondiale, on le sait, qui se détache de la science. Nous avons de moins en moins d'étudiants qui s'inscrivent à l'université dans des cursus scientifiques. Et mon inquiétude, c'est que si jamais les hypothèses qu'a fait le GIEC s'avèrent fausses, et c'est possible, quelle sera la conclusion de l'homme de la rue ou de la femme de la rue? Bien, ils diront, pendant 20 ans, des centaines de scientifiques de haut niveau se sont trompés. Et donc je crains que le plus mauvais service que nous ait rendu cette trop grande sûreté, qui est presque une forme d'arrogance des conclusions du GIEC, ça soit un terrible retour de bâton anti-science. Alors voilà, ça a été un petit peu long, une entrevue quand même. J'ai volontairement laissé en intégrale parce que ça encadrait bien le sujet d'aujourd'hui et puis ça le rapportait mieux, et je trouvais que sous la coupelle d'un scientifique, la pilule pourrait mieux passer. Alors, comme le soulevait aussi Vincent, tout ça, ça ne remet pas en cause la pollution générée par l'homme, la façon dont nous vivons, qui est totalement déséquilibrée par rapport à notre environnement. Ce sont vraiment deux débats différents. Là, on est vraiment en train d'essayer de remettre en question les causes du réchauffement, et puis voire même le réchauffement lui-même, mais on ne remettra jamais en question le quotidien et puis tous les polluants générés par l'homme lui-même, qui nous mènent de toute façon à déstabiliser l'environnement, l'équilibre avec la faune, la flore qui nous entoure. Et d'ailleurs, Vincent en parle très bien aussi dans sa conférence, que je vous invite à écouter de l'autre côté du miroir. Donc, pour terminer, moi j'étais tombé sur une lettre qui avait été faite par les scientifiques et des anciens travailleurs à la NASA, parce qu'ils ont vu que la NASA commençait à diffuser sur leur site internet des données concernant les réchauffements climatiques. C'est une lettre qui a été signée par une cinquantaine de scientifiques, d'ingénieurs, astronautes, qui demandent à la NASA d'arrêter de soutenir la science tronquée, voire frauduleuse. Alors frauduleuse, c'est suite au Climate Gate, ceux qui ont suivi un peu les histoires avec justement même entre autres les gens du GIEC, beaucoup de falsification de données, d'exagération des données pour soutenir cette cause qui s'en va de plus en plus en déclin, voire même ce n'est plus à la mode. Mais tout cela, il faut qu'on continue à payer notre taxe de carbone, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre. Alors la théorie du réchauffement climatique anthropique, fondée sur une politique de trucage de données pour faire coïncider les faits en grande partie inexistants ou de manière biaisée, avec un agenda programmé de désindustrialisation de la planète. Alors beaucoup de scientifiques dénoncent à juste titre cette science politisée devenue ce qu'ils appellent de la pseudo-science, avec cette lettre que je ne vais pas vous lire en intégrale, mais on la trouve sur Internet, qui est adressée donc au directeur de la NASA, lui demandant donc d'arrêter, que la NASA évite d'inclure les remarques non vérifiées de leurs communiqués publics et leur site Internet. Et nous pensons que les affirmations faites par la NASA concernant l'impact catastrophique que le gaz carbonique sur le changement climatique mondial ne sont pas encore prouvées.
Et pourtant, c'est ce qu'on nous rabâche, on nous martèle le crâne avec ça. Il y en a peut-être qui ont déjà, quand on voyage sur les bords de route, là, les autoroutes, on voit des grands panneaux avec un ours blanc pris dans un petit bout de glace tout seul, et puis c'est marqué « ça ne dépend que de toi ». Et en fait, on se rend compte qu'on essaie de nous faire comme porter un peu la responsabilité de ce pauvre petit ours blanc. Et puis je suis allé vérifier les données scientifiques de ces dernières années. Ces 10 dernières années, la population d'ours blancs n'a fait qu'augmenter, voire même doubler. Et on parle même d'une problématique dans le nord canadien d'une surpopulation d'ours blancs. Alors pour vous dire que les données sont incohérentes avec les messages qu'on nous fait passer, donc je vous invite à regarder un peu plus déjà la conférence de l'autre côté du miroir, mais à en apprendre un peu plus sur il existe toutes sortes d'autres conférences et d'articles intéressants sur Internet, et entre autres le livre de Vincent Courtillot. Alors avant que mon collègue ne se refroidisse et ne gèle sur place, je vais vous laisser avec Jean-Marc Jankovici. Donc lui, c'est un ingénieur qui a travaillé longtemps dans les télécommunications et qui maintenant travaille, un ingénieur conseil sur l'énergie-climat. Et il donne des conférences pour essayer de relativiser un peu ce catastrophisme que l'on nous avance pour justement nous faire porter un peu le poids de la responsabilité du réchauffement climatique. Des conférences très intéressantes que vous trouvez gratuitement sur Internet. Mais là, j'ai juste pris un extrait parce que je parlais tout à l'heure de notre impact personnel, de nos choix. Parce que si vous êtes rendu acheter un véhicule, ça ne sert à rien d'aller courir chez le concessionnaire pour vous acheter un véhicule électrique ou hybride parce que vous voulez faire un bon pas pour la planète. Il y a toute une réflexion à faire et je vous laisse écouter Jean-Marc là-dessus. Avec quoi est-ce qu'on fait de l'électricité dans le monde aujourd'hui? Eh bien, à peu près avec la même chose que ce qu'on utilisait il y a 40 ans. Il y a 40 ans, les 3/4 de l'électricité mondiale étaient faits avec des combustibles fossiles. Aujourd'hui, ça n'est que les 2/3. Mais vous voyez qu'on est toujours très fossile dans la production électrique mondiale. Et en particulier, le pétrole qui faisait à peu près 1500 TWh. La France, c'est 550 de production, 450 de consommation, on va dire. Donc le pétrole qui faisait 1500 TWh en 1973, il en fait toujours un peu plus de 1000. Hein. Donc en part relative, il a très fortement décru. En part absolue, pas tant que ça. Par contre, tout ce qui est venu s'empiler par-dessus, c'était autre chose que du pétrole. Donc le charbon, pour commencer, le gaz, pour suivre, le nucléaire et l'hydroélectricité ici, qui se sont très fortement développés, et ici, vous avez les queues de cerise du reste. Retenez encore une fois que l'essentiel de la production électrique mondiale est faite avec des combustibles fossiles. Quand vous mettez une voiture électrique en service dans un pays dans lequel la production électrique est faite essentiellement avec du gaz et du charbon, il vaut mieux utiliser des voitures à pétrole, question CO2. Hein. D'accord ? Donc la voiture électrique propre, ça dépend avec quoi on la fait, l'électricité. Alors ça, c'est juste pour vous rappeler que pour le moment, le changement climatique, tout le monde s'en fout. Vous avez ici les capacités électriques en construction dans le monde. Alors c'est un truc qui date de 2007, mais ça vous donne quand même la tendance. Qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui comme centrale électrique? Sachant qu'une centrale électrique, ça va durer 40 à 60 ans, et donc que vous avez un lock-in extrêmement fort sur la production électrique, une fois que vous avez décidé de faire ceci plutôt que cela. Et bien vous voyez, on construit du charbon et du gaz. Alors on construit aussi pas mal d'hydroélectricité, mais le facteur de charge annuel de l'hydroélectricité est d'un facteur 2 à 4 inférieur au facteur de charge annuel du charbon, parce que votre barrage, quand c'est des barrages, en général, il ne sert pas toute l'année. Alors c'est vrai pour les barrages au fil de l'eau, mais ce n'est pas vrai pour les retenues de lac. Et donc le productible annuel, il ne sera pas homothétique à la barre, hein. Il sera plus bas. Et vous voyez que le vent et le nucléaire, qui sont les deux trucs qui excitent le plus les gens, ce n'est pas un sujet dans le monde. C'est pas un sujet dans le monde. Alors le vent est un peu monté, mais le gros de la production électrique, encore une fois, en construction, j'insiste, en construction, c'est du charbon et du gaz. Hein. Pour prendre une actualité récente, nos amis allemands vont remplacer leur nucléaire par du charbon et du gaz. Il n'y a que quelques naïfs qui peuvent croire qu'ils vont remplacer ça par des éoliennes. Et quelques journalistes écoutant les naïfs. Je veux dire, ils le disent, c'est même pas un secret, ils le disent, il suffit d'aller regarder ce qu'ils écrivent. Charbon et gaz. Hein. Voilà, donc des fois en pensant vouloir bien faire, on se rend compte que finalement on a un impact bien pire que ce que l'on pense, mais tout ça n'étant qu'un phénomène, ce qu'on appelle un phénomène de mode marketing, c'est-à-dire vous faire consommer autant l'organique, biologique, le naturel, sous couvert de protégeons la planète.
Peut-être il y a une réflexion là-dedans à essayer de trouver différente, c'est d'essayer de changer nos habitudes pour essayer de rééquilibrer les énergies, sachant qu'aujourd'hui il y a 2 milliards de personnes sur la planète qui n'ont pas accès non plus à l'électricité. Et la problématique serait que si eux accèdent au même confort que nous autres, c'est-à-dire avec cette surconsommation-là, ça serait catastrophique au niveau de l'environnement. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous encourage à nouveau à regarder pour complément d'information la conférence de Vincent Courtillot dans l'émission De l'autre côté du miroir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Alors l'émission, vous allez voir que la programmation de TVCGR va bientôt s'arrêter. Elle arrête pour la saison estivale, il va y avoir de la rediffusion. Nous on continue encore pour à peu près 3-4 semaines, un mois. Donc restez avec nous, vous allez avoir du contenu nouveau et puis après ce sera de la rediffusion pour la saison estivale. Donc voilà, donc on va aller se réchauffer avec mon collègue et puis à la semaine prochaine.